14% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce qu'on peut obtenir aujourd'hui si vous investissez sur Fnac Darty. Alors est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. En premier lieu, on va s'intéresser à la viabilité du business. En second lieu, on va s'intéresser un petit peu plus à sa valorisation. Et en troisième et à la fin, comme d'habitude, je donnerai mon avis, sachant que je ne suis pas conseiller ni analyste financier. Déjà, pour comprendre un petit peu ce que c'est Fnac Darty, il faut comprendre un petit peu son histoire. Donc c'est une entreprise qui a été créée il y a quand même bien longtemps et qui donc aujourd'hui regroupe toutes les participations qu'avait eu donc le groupe Pinot Printemps Redoute, qui de base possédait la Fnac, qui ensuite donc a été multiplement racheté par plusieurs filiales. Donc on a pu avoir évidemment, vous le voyez ici, le premier actionnaire qui était donc l'actionnaire de Métro, qui avait été créé en 96, qui avait donc racheté au groupe Artemis, donc qui est donc la filiale de François Pinault, c'est-à-dire qui est donc le premier actionnaire de Kering, etc. Et donc maintenant on sait que c'est un leader européen dans la distribution omnicale, c'est-à-dire donc la distribution au sein de magasins, donc un peu plus de 780 magasins. Donc à ce niveau pour Darty dans l'électronique, donc on va vendre des PC, des machines à laver, etc. Tout ce qui va tenir de ce niveau-là. Et ensuite chez Fnac, on va aller vendre un petit peu plus des événements, on va aller vendre de la musique, on va aller vendre des livres, etc. Donc on va être sur une activité assez diversifiée. Maintenant qu'on a compris un petit peu dans quoi est-ce qu'on se place, on va aller regarder un petit peu le business en lui-même. Est-ce qu'il est intéressant ou pas? On est sur une capi à 700 millions. On est sur un compte de résultats qui s'affiche en 2017 à 7 milliards et qui aujourd'hui s'affiche toujours à 7 milliards. Sachant qu'entre temps, voilà, on a eu le rachat en 2016 et on voit que les marges ont l'air extrêmement petites. On a un profit brut à 1 milliard qui descend à 700 millions. Et ici, on a des dépenses d'exploitation qui passent de 800 millions à un peu plus de 500 millions. C'est-à-dire que c'est assez bon. Maintenant, nos coûts des marchandises ont beaucoup plus augmenté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins de personnel, on a beaucoup moins de frais de vente, on a beaucoup moins de pubs. Par contre, on a des coûts des marchandises qui augmentent. C'est-à-dire que nos coûts marginaux deviennent plus faibles. Ensuite, on a un revenu hors exploitation qui a été négatif. Donc là, après, c'est parce que les charges d'intérêt sur la dette ont un petit peu augmenté en 2023. Qui correspond quand même à un peu plus de 30 ou 40% de bénéfices d'exploitation. Et ensuite, on a eu quelques dépréciations. Maintenant, ça c'est pas important, si le cash flow est toujours bon après coup, on va aller regarder un petit peu le bilan. On a un total d'actifs à 7 milliards, on a de la dette pour un peu plus de 2 milliards, on a 1 milliard en liquidité. On a un total d'abord à 1,5, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est valorisée à la moitié de ce qu'elle vaut en termes d'immobilier. Alors maintenant, à savoir, est-ce qu'on a beaucoup... Là, on a quand même 2 milliards en incorporel. Donc si on enlève l'incorporel, c'est-à-dire le prix des marques et le goodwill, on arrive sur une balance déficitaire. C'est-à-dire qu'on a quand même autant de dettes que de goodwill. Maintenant, après, au niveau des passifs, il faut regarder, on a peut-être beaucoup de créances clients. Effectivement, on voit qu'on est à 2 milliards, donc on doit quand même beaucoup d'argent. Maintenant, en termes de cash et aux activités d'exploitation, on voit quand même en 2017 et en 2023, on a fait x2. En termes de free cash flow, ça n'a pas l'air d'être si mauvais finalement, parce que sur l'année, on va faire un free cash flow de 400 millions. C'est-à-dire que si on regarde en termes de statistiques, on voit un ratio prix flux de trésorerie qui se maintient à peu près à 1,3 et qui donc avait l'habitude de s'établir à 9, 6, 2, etc. pour aller s'établir ici. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est faiblement valorisée. On voit quand même que le nombre d'actions a tendance à augmenter, ou en tout cas à augmenter en 2023. Maintenant, en termes de cash flow, on voit qu'il y a une certaine saisonnalité dans les ventes. Maintenant, sur l'année, on arrive à un cash de 500 millions. Combien est-ce qu'on a? Voilà, on voit que c'est des éléments hors trésorerie, donc il faut aller regarder un petit peu de quoi on parle. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce cash? On va aller investir en moyenne 130 millions dans la dépense d'investissement. Pour un cash à 500 millions, ça fait à peu près du 20%, du 22-23%, donc c'est assez bon, ça demande pas non plus énormément de capex. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Donc on va aller racheter de la dette qu'on avait contractée à ce niveau-là, on va aller racheter un petit peu d'actions apparemment, et ensuite on va aller verser un dividende. Donc techniquement, la boîte a l'air d'assez bien se tenir. On est sur une boîte qui est quand même extrêmement sous-évaluée. Maintenant, qu'est-ce que pensent les analystes? Ils pensent que le bénéfice net serait tenté à peu près à stagner, voire ne pas connaître une augmentation extrêmement certaine. On voit que le bénéfice net en moyenne, voilà, le bénéfice net, faut quand même pas trop lui faire confiance, parce que, regardez, il y a des fois où, voilà, sur une année, on a fait 140 millions, et puis ensuite on a pris des taxes, et puis ensuite, je sais pas ce qui s'est passé, mais hop, opération abandonnée. On perd de l'argent, on gagne de l'argent, etc. Donc il faut faire un petit peu attention. Mais on voit quand même que le revenu net, il est assez intéressant. Et si on regarde seulement en termes de free cash flow, c'est-à-dire que ici on va aller récupérer de la dépréciation, bon on l'a pas à ce niveau-là. J'aimerais quand même savoir à peu près de combien est-ce qu'elle est. Je pense qu'on peut la voir ici. Voilà, on a quand même des dépréciations et amortissements sur l'année de 420 millions. C'est-à-dire que c'est de là où on va tirer notre cash. C'est-à-dire qu'on met beaucoup d'argent en dépréciation comparé à ce qu'on avait pu avoir là. C'est pour ça qu'on voit que les coûts des marchandises ont augmenté, mais pas d'autant.
C'est-à-dire que bon, on a quand même essayé de compenser avec nos dépenses d'exploitation, c'est-à-dire qu'il y a un trou de 500 millions. Ici, on a retiré 200 000, c'est-à-dire qu'il ne nous reste plus qu'un trou de 300 millions à peu près. Et ensuite, on a des dépréciations et amortissements extrêmement fortes. Donc maintenant, si on dépense beaucoup moins en investissement que ce qu'on provise, ça veut dire que quelque part, on perd peut-être des magasins, peut-être que on enferme certains, peut-être qu'on ferme un certain pan du magasin, etc. Voilà, c'est des questions qu'il faut les poser. Et donc en termes de revenus, on voit que ce consumer électronique ça baisse, c'est-à-dire que Darty ça augmente pas énormément, Domestic Appliance pas non plus, Editorial Product, donc là ça va être beaucoup plus chez la Fnac, on voit qu'il y a une maigre croissance, on voit quand même que c'est la France et la Suisse, et on a une péninsule arabique, Belgique et Luxembourg, donc on reste quand même un petit peu sur l'Europe. Et donc on est sur une boîte qui n'a pas l'air forcément de mal se tenir, elle a l'air de faire quand même assez d'argent, même si on a une certaine saisonnalité dans les ventes qu'on avait déjà remarqué. Pourtant on continue d'avoir une certaine croissance en soi. Maintenant on a vu que c'était lié aux dépréciations et amortissements, il y a moins d'investissement. Voilà, essayez d'aller comprendre ça peut-être dans les rapports, peut-être qu'ils vous en parlent dans les webcasts. En tout cas, aujourd'hui, elle a l'air sous-évaluée. Si vous l'achetez à 27 €, possiblement, vous ne payez pas une grosse croissance. On a 14% de rendement sur les bénéfices nets et sur les free cash flow. On devrait donc en avoir beaucoup plus. On va essayer quand même de se les calculer entre nous. Donc, on va le sortir notre calculatrice. Donc, on a 550 millions. On va aller enlever 132 millions, ce qui nous donne à peu près 430 millions. 430 qu'on va aller diviser par le nombre d'actions, c'est-à-dire 27. Donc, on divise par... Hop, 430 qu'on divise par 27, on arrive à peu près sur 15 € par action. Donc là, ici, on a 15 € par action techniquement, c'est-à-dire avec notre free cash flow, on arrive à peu près, même si, voilà, après vous voyez, on a moins 300 millions à ce niveau-là, on n'a pas d'informations, voilà, donc il faut aller quand même un petit peu plus regarder dans les rapports financiers pour voir ça, mais si on calcule seulement les free cash flow, on tombe quand même sur 15 € par action, ce qui nous donnerait quand même une renta de 70%. Donc à vous d'aller faire vos propres recherches. En tout cas, Fnac a l'air sous-évalué même sur le bénéfice net. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt.